Au sommaire de votre édition des initiatives, clin d'œil à une formation qui propose au VRP d'apprendre à conduire sur la glace. Coup de projecteur sur une loi pour le logement des seniors qui existe depuis 2009 mais en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Mais avant cela, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, l'ARC organisait aujourd'hui le grand direct des chercheurs dans 3 grandes villes en France. Objectif, permettre à quelques chercheurs d'exposer l'avancée de leurs travaux en matière de lutte contre la maladie. Voici une puce à ADN, un petit centimètre carré qui permet d'identifier le génome d'une cellule, ici une cellule cancéreuse. Grâce à ces machines high-tech, les chercheurs vont pouvoir étudier les gènes de cette cellule cancéreuse, son fonctionnement, ses mutations, afin de repérer ses points faibles. Dans l'exemple que vous avez à l'écran, nous avons étudié un échantillon de patients atteints d'une tumeur du poumon et chacun des petits points représente un gène. Alors dans l'ensemble de ces gènes, certains vont permettre à la cellule cancéreuse de résister, de ne pas répondre au traitement. Et si nous arrivons à déterminer cela avant que le patient ne soit traité, nous pourrons mieux choisir le traitement, nous pourrons personnaliser le traitement. Car dans ces laboratoires, on met au point ce que l'on appelle les thérapies ciblées personnalisées, des thérapies qui, dans le futur, permettront d'adapter le traitement médicamenteux à chaque différent type de cancer et à chaque patient. Les souris sont totalement indemnes de tumeurs, elles sont véritablement en rémission. Ici, oui. Nous cherchons à mieux comprendre comment fonctionnent les médicaments anticancéreux pour comprendre pourquoi les tumeurs deviennent résistantes et ainsi développer de nouvelles stratégies pour mieux traiter les patients en utilisant mieux les médicaments disponibles ou en développant de nouveaux médicaments qui agiront sur les cellules résistantes. Développer de nouvelles thérapies contre le cancer, plus efficaces avec moins d'effets secondaires, c'est le credo de la recherche. Une tâche difficile. Les dernières études ont démontré que non seulement il existe plusieurs types de cancers, mais que chacun peut se développer de façon radicalement différente selon le malade. Le bouclier sur le logement des seniors, c'est une loi qui existe depuis 2009, mais qui n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2012. Elle prévoit que le montant du loyer n'excède pas 20% des revenus. Elle est en cours d'expérimentation à Orléans. Explication. Ce retraité de 78 ans occupe un logement social de type T2 depuis 15 ans. Avec une pension de 998 € par mois, il payait 492 € de loyer, ce qui représentait la moitié de ses revenus. Depuis le 1er janvier, il bénéficie du bouclier logement, une mesure décidée par la société HLM d'Orléans en faveur des seniors pour qu'ils ne paient pas plus de 20% de leurs revenus. Moi, ça me fait plaisir d'avoir 152 € de moins par mois, surtout avec ma petite retraite de à peine 1 000 € par mois. Concrètement, la déduction apparaît sur l'avis d'échéance du loyer. Pour ce retraité, par exemple, la facture passe donc de 492 € à 347 € par mois. L'Office HLM a recensé une centaine de bénéficiaires de la mesure sur 500 locataires âgés de plus de 62 ans. Ça protège le pouvoir d'achat des retraités, notamment qui ont les plus faibles revenus, de toute augmentation des loyers. Ça leur ramène ce qu'on appelle un reste à vivre, c'est-à-dire ce qu'il leur reste pour manger, pour se déplacer et autres. Et ça redonne donc du pouvoir d'achat à cette catégorie de Français. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Ça va concerner une centaine de locataires. Il y a 9500 locataires sur le parc de l'OPHLM. Il faut continuer dans cette voie-là. Et notamment actuellement, ce qu'il faut faire, c'est bloquer le prix des loyers et des charges. L'élu en charge du logement voudrait encore aller plus loin, casser le carcan du logement social en révisant complètement le montant des loyers qui serait calculé en fonction des revenus. Autrement dit, ceux qui gagnent plus paieraient plus. À l'occasion de la semaine de prévention routière spéciale lycéens et collégiens, plusieurs initiatives ont été mises en place cette semaine dans de nombreux établissements. Et les étudiants de l'EUT Infocom de La Roche-sur-Yon se sont mobilisés pour parler aux plus jeunes et notamment aux conducteurs de 2 roues. Pour les collèges, on a un atelier débridage, donc on leur explique que le débridage est interdit, on rappelle la loi, les sanctions. Ça dépend des personnes, il y en a qui vont dire qu'ils vont passer outre. Et puis moi je sais que ça me percute bien parce que je connais du monde qui a été accidenté, qui ont perdu leurs jambes ou qui ont perdu la vie carrément. Un public d'autant plus concerné que les usagers de cyclomoteurs ou de scooters de moins de 50 cm3 constituent 6% des tués et 14% des blessés sur la route. A noter également que les adolescents sont particulièrement présents dans les accidents, avec un risque culminant vers 16-17 ans, les garçons forment l'essentiel des victimes.
Eux aussi sont là pour se former à la prévention, mais ils se déplacent en voiture. Eux, ce sont les VRP, une profession qui, par les temps qui courent, n'est pas une partie de plaisir. Alors une formation leur est proposée pour apprendre à maîtriser la glace. On monte la main pour braquer et on monte l'autre main pour débraquer. Là, je vois les volants qui reviennent tout seuls, c'est pas bon. Raté même. Pas facile de maîtriser son véhicule sur la neige verglacée. L'expérience et les milliers de kilomètres au compteur de ces VRP parisiens n'y font rien. Tout est dans les bons gestes à adopter. On ne sait pas comment gérer, on voit qu'on glisse et à partir du moment où on fait le deuxième tour, qu'on fait bien effectivement les mouvements avec le volant, on se rend compte que ça va beaucoup mieux, qu'on gère beaucoup plus le véhicule, qu'on glisse moins, quoi. Moi j'ai 33 ans de permis, même si on a ponctuellement les uns ou les autres eu l'occasion d'aller sur circuit, mais sur du sol sec, on n'a pas du tout les bons gestes appropriés. Et là on les découvre. Je dirais même pas qu'on les redécouvre, mais on les découvre là. Découvrir pour éviter l'accident bête entre deux rendez-vous chez leurs clients un jour de neige. Un peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratique. Pendant 2 jours, les moniteurs martèlent les bons conseils. C'est très rapidement pouvoir anticiper et pas arriver trop vite sur les virages. Et après, ça sera d'adapter une bonne trajectoire à rentrer extérieure en entrée de virage pour refermer le virage sur la fin. Pour pouvoir braquer le moins possible et au pire des cas, que ça parte en tête à queue, mais plus que ça glisse de l'avant. Car sur la neige, un tête à queue n'est pas une fatalité, tant que la voiture ne heurte rien. Modérer sa vitesse, regarder là où l'on veut aller, les stagiaires apprennent à glisser en sécurité. Quand le véhicule commence à glisser, ne surtout pas contre-braquer, sinon ça aura tendance à nous éjecter en sortie de virage. Mais plutôt accélérer légèrement. Si les équipements spéciaux ne sont pas obligatoires en France, les moniteurs rappellent qu'il est plus prudent de s'équiper. Et 4 pneus neige valent mieux que 2 ou pas du tout. Le 19-20 continue dans un instant sur France 3.